Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce premier épisode de la deuxième saison de Dans les Gradins, ou l'épisode. Pour l'occasion, je t'ai sorti un nom d'époque. Charlie Hodge. OK. Yes, sir. De tous les numéros 1 de l'histoire, Charlie on est avec Hodge. Charlie Hodge. Oui. J'aime bien. Un fier Canadien de Montréal. Ben absolument, absolument. J'aime bien Charlie Hodge. Hey, Phil, aujourd'hui, dans ce tout premier épisode de la saison 2, on jase évidemment hockey. Un petit rendement bref de ce qui se passe en première ronde des séries. Là. Rien de trop sorcier parce qu'après ça, on doit jaser des finalistes pour 2 trophées déjà dans la ligue côté individuel, c'est-à-dire le trophée Vizina et le Ted Lindsay. Les 3 finalistes ont été annoncés. Je l'ai fait en ordre. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait en ordre. Bref, on va en jaser justement de ces 3 nominations-là, puis idéalement, qui pourrait l'emporter. Par la suite, Manon se joint à nous pour la première fois depuis des lunes, parce que la saison de Formule 1 recommence, c'est-à-dire en Est-ce qu'on fin peut de dire semaine des à lunes minuit. à partir de 2 jours? Parce que comme chaque jour a sa lune, en théorie, mais c'est toujours la même lune aussi, fait que je sais pas. Puis après ça, ce sera... C'est pas grave. non, mais tu sais, c'est une question. C'est une question valide. Un segment sporadique de nos 3 étoiles de la semaine qui vont bien terminer ce tout premier épisode de la saison 2. Mais pour bien débuter le tout, Philippe, segment mise en échec. On va survoler brièvement ce qui s'est passé en première ronde. Bon, tes Pingouins, malheureusement, se sont finalement inclinés hier à une série qui était à portée de main des Flyers depuis 2 matchs déjà. Les Pingouins qui ont bien bataillé pour se faufiler dans un 6e match. Mais, gars, comment tu te sens? Le 6e était leur meilleur match de la série en plus. C'est ça qui est vraiment drôle. Fait que oui, je suis un peu déçu dans ce sens-là, surtout comme du fait que le résultat du match n'est pas ce qu'il aurait dû être. Vraiment, je pense que clairement, s'il y avait un match où les Pingouins étaient meilleurs que les Flyers, c'était celui-là. Mm-hmm. Mais quand tu te mets dans une position où tu tires de l'arrière 3-0 dans une série, c'est pas pour rien que ça arrive très rarement. C'est arrivé seulement 4 fois qu'une équipe remonte d'un bout à l'autre. Parce que tu te mets dans une position où t'as beau jouer du très bon hockey, t'es juste à une bad luck, t'es juste à un événement malchanceux comme ça de perdre la série. Puis les Pingouins, évidemment, étaient sur une très fine marge, une très courte laisse. Mm-hmm. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont perdu cette série-là. Autrement, honnêtement, je pense que si on commençait à jouer là, comme dans les matchs 4, 5, 6 dès le départ, puis qu'on avait ces trios-là, puis Shilovs dans le filet, je pense que les Pingouins gagnaient cette série-là. On n'avait pas peut-être le bon plan de match. Au début, on a essayé de jouer une game qui n'était pas la nôtre. Mm-hmm. Puis les Flyers ont remporté cette série-là. Un peu déçu, mais au moins, écoute, je pense qu'on a quand même donné une bataille. Là. Ça n'a pas été un sweep, là, au moins. Fait que, c'était juste des séries qui ont été mal amorcées pour les Pingouins. J'ai vu quelque chose comme quoi aussi depuis 2019, toutes les séries qu'ils ont perdues, ils ont pas marqué le premier but. Puis la dernière fois qu'il avait marqué le premier but, il avait gagné les séries. Fait que je pense qu'on met pas nécessairement beaucoup de poids là-dessus. Des fois, le premier but d'une série ou le coup d'envoi, le coup initial, parce que oui, c'est quand même 7 matchs, meilleur de 7 matchs, quand même long. Mais je pense que ça quelque part, ça peut te mettre dans une position où tu es un peu, tu concèdes le premier but, tout à coup, tu es un peu nerveux, tu tiens ton hockey un peu plus serré. Mm-hmm. Fait que je pense que ça a été un peu ça pour les Pingouins. Puis bizarrement, ça a eu comme, quand ils sont arrivés comme vraiment dos au mur, là, comme on dit, c'est là qu'ils se sont réveillés puis qu'ils se sont détendus, on dirait. Okay. Puis ça a été mieux à partir de là. Fait que ça, c'est un peu encourageant, mais pour les Pingouins, c'est toujours la même histoire de... On ne sait pas à quoi cette équipe-là va ressembler l'année prochaine parce que Crosby, Malkin, à l'âge qu'ils ont, c'est probable, c'est possible qu'ils arrêtent de performer subitement. Surtout pour Malkin, j'ai envie de dire. Le temps, même chose. Donc, puis ces gars-là, comme malgré leur âge, demeurent des forces importantes pour cette équipe. Donc, c'est ça qui va être intéressant de voir pour les Pingouins maintenant. C'est qu'est-ce qui vient l'année prochaine. Puis moi, je me demande, est-ce que c'est les dernières séries que j'ai vues pour un petit moment? Ouais. Peut-être. C'est pas impossible. Puis je suis conscient de ça, mais content au moins qu'ils sont allés chercher 2 victoires puis qu'ils ont ressemblé comme
l'équipe que j'ai vue en saison régulière lors des matchs 4, 5, 6. Et bon, écoute, cette série-là, qui est seulement la 3e à s'être terminée jusqu'à présent, évidemment, Colorado et les Hurricanes de Caroline qui ont tous deux passé le balai aux Kings et aux Sénateurs respectivement. OK, intéressant. Gare, ce qu'on va faire, là, passer brièvement, c'est que tous les autres séries, à l'exception de justement celle-là entre Colorado et LA, Caroline, Ottawa et là, justement, les Flyers et les Penguins, se sont terminés jusqu'à présent. Tous les autres séries sont au match numéro 6. Tous sont 3-2. Je vais passer équipe par équipe, Phil, et tu me diras si la série se termine en 6 ou quelle équipe possiblement remporterait la série en 7. On va débuter avec l'affrontement Goliath de la Ligue, c'est-à-dire Dallas-Minnesota. Minnesota mène 3-2. Ça finit en 6, cette série-là? Non. Ces deux équipes-là sont condamnées à un match numéro 7 depuis comme... novembre. Peut-être, ouais. Je sais pas. Qui l'emporte en 7, justement? Franchement, le Wild me surprend. J'allais dire que... de jour en jour, là, ils me surprennent. Et puis, Dallas, écoute, c'est comme... Cette série-là, il y a comme une dualité. Vraiment, c'est une équipe qui performe super bien à 5 contre 5, puis une équipe qui performe super bien en avantage numérique. Donc, le Wild a vraiment l'avantage sur les Stars présentement à 5 contre 5. Certainement que l'absence, par exemple, de Roope Hintz, ça a quelque chose à voir avec ça aussi. Je pense que c'est un gros morceau pour les Stars. Et crédit aux Stars quand même, parce que lorsqu'ils ont des avantages numériques, là, vraiment, ça doit être la plus efficace. J'ai pas regardé, mais j'ose croire, là, parce que vraiment, on a des très bonnes statistiques à ce niveau-là. Je pense que c'était presque autour du 50. Les Stars sont 2e à 39,1. Ouais, ben pendant un moment, je pense que c'était presque autour du 50. Les sont à 50. Ouais. OK. Les Ducks sont à 50. 50% d'efficacité. Sérieux? OK, je pensais que c'était... OK. Ah ben, intéressant. Et juste pour lancer ça dans l'univers, parce qu'on va en jaser tantôt de McDavid, pareil, là. 50% d'efficacité sur le désavantage numérique pour les Oilers en série. Bon, voilà. C'est fou, c'est vraiment... 50%. Non, mais c'est vraiment un... Ah non, mais... C'est normal parce que ça compte. C'est normal parce que ça compte. Mais c'est fou quand même, 50-50. Ouais. Comme, je veux dire... une parité. Alors 50% de chance de marquer, c'est insane. C'est ridicule. Ouais, OK, mais... Fait que le Wild en 7? Moi, je me tasse vers le camp Wild. Moi, je vois pas... J'avais prédit Dallas en... Ah non, je pense que j'avais prédit Dallas en 6. Fait que anyway, ma prédiction est plus valide. Mais je suis resté sur Dallas... Je pense que je vais rester sur Dallas. OK. Moi, je vais me transformer en... Je veux pas, là, mais je vais aller dans le cas Guérin, puis... OK. C'est Matt Boldy joue tellement bien. Boldy, Kaprizov, Hughes m'impressionne vraiment. Je suis l'un des plus grands haters en fait, de cette famille-là en général, apparemment. Là. Boldy est peut-être le meilleur joueur de cette série-là. Des séries en général. Si tu comptes pas Jackson Lecombe. Ouais. Mais Jackson Lecombe joue contre des plombiers. C'est pas la même chose. Vegas-Utah, Vegas mène 3-2. Ça sera en 7 ou ça finit en 6? Cette série-là, il crève-cœur parce que Utah... tellement chaotique. Non, oui, puis... Non, mais Utah était vraiment comme... Ils se sont vraiment donné des chances là, de prendre vraiment une priorité sur la série. Dans le match numéro 4, ils avaient l'avance 4-3. Même hier. Hier aussi. C'était 4-3 hier. Oui, ils avaient l'avance 4-3. Donc, ça fait 2 matchs là, qu'on échappe. Puis là, moi, vraiment, je vois peut-être un petit manque d'expérience. C'est peut-être vraiment là que Vegas a l'avantage sur cette équipe-là, vraiment dans les moments importants là, du match. Puis hier aussi, c'est un but en désavantage numérique en deuxième prolongation. Ça fait très mal. Puis je vois pas Utah se relever de ça. J'avais prédit Utah en 6. Puis comme je suis content de voir que ma prédiction n'était pas si folle que ça parce que Utah a vraiment été compétitif dans cette série-là. Mais ces 2 matchs-là, ça se rattrape pas. Ça se rattrape pas pour le Mammoth. Donc, ce sera probablement un 4-2 Vegas à la maison, j'imagine. Je suis d'accord. On continue avec Edmonton, Anaheim, présentement 3-2 Ducks. Ça se finit quand? Edmonton va l'emporter en 7. Hein? Ouais. On est d'accord là-dessus. Regarde, je pense que les Ducks vraiment ont fait des miracles dans cette série-là, notamment en avantage numérique. Clairement. Mais ça, c'est pas quelque chose que je vois comme un rendement soutenable.
Ils ont 4,2 buts par match. Ouais. Je veux dire, Ouais, mais ça, c'est... Je pense que tu mets les Ducks contre une autre équipe, ça sera pas comme ça. Non. Ça joue tellement du hockey ouvert, ça joue tellement du hockey nord-sud, ces deux équipes-là. Puis ça, c'est un choix conscient des deux entraîneurs, franchement. 21-19 présentement, but pour, but contre. Ouais, mais tu sais, quand tu as une équipe comme ça sous les mains, comme... Il n'y a personne qui va chercher à transformer ça en bastion défensif, à part peut-être John Tortorella. Donc, je pense que c'est normal. Ça va probablement s'apaiser à mesure que les rondes avancent. Mais, ouais, non, honnêtement, je sais pas pourquoi, mais je suis même pas inquiet pour les Oilers. Comme même quand j'ai vu cette 3-1, j'étais comme, ouais, ils vont gagner en 7. C'est un peu du même avis, mais je trouve ça bizarre. J'avais dit Oilers en 6. Je pense que tu avais dit Oilers en 4 toi aussi. Non. Je donnais quand même du crédit aux Ducks. Ou peut-être j'ai dit Oilers en 5, pas en 4 certainement. Mais quand même étonné de la performance des Ducks. Mais encore, je l'ai dit, quand tu te mets dans une position de rattrapage comme ça prend juste une erreur coûteuse, ça prend juste un petit jeu malchanceux, un petit bon qui va pas de ton côté. Puis c'est fini. Hein, fait que, on semble vouloir rester avec... Le prochain match est à Anaheim aussi. Oui. On semble vouloir rester avec Dry et McDavid aussi sur le même trio du côté de Noblar. C'est ce qu'il a annoncé aujourd'hui. Puis ça, on le sait, ça a amené une victoire de 6-1. Fait que on verra s'il arrivera par la suite. Du côté de l'Est, il en reste 2 des affrontements aussi, tous 2 3-2 dans cette série-là. Buffalo-Boston. 3-2 Buffalo. On finit ça à Boston ou est-ce qu'on ramène ça à Buffalo Game 7? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une série que j'avais prédit comme Buffalo en 7 et je pense que ça semble se diriger vers là. Les Bruins ont été encore une fois résilients, tenaces. C'est une équipe qui est difficile à effacer, franchement, les Bruins de Boston. Et malgré des gelées là, dans le match numéro 3, on a réussi à revenir de ça. Puis qui évidemment qui va jouer les héros, Pasternak. Donc c'est un guerrier, cet homme, et c'est un grand leader pour cette équipe aussi. Et je pense que tout le monde se rallie autour de David Pasternak dans cette équipe-là. Puis même si on n'a pas peut-être le talent d'une équipe comme Buffalo, je pense que c'est vraiment juste l'effort. Puis tout le monde qui est engagé envers la cause. Puis Swayman, évidemment, qui continue d'être sensationnel. Donc ce sera suffisant, je pense, pour pousser cette série-là jusqu'au match numéro 7. J'ai prédit Buffalo en 7, ça va être Buffalo en 7. OK. J'ai un pressentiment que nos chers Bruins de Boston vont se rendre en deuxième ronde de série. Ah ouais. Mais à voir. Ça, hein? Je pense que t'aimerais plus ça que... Aimerais-tu plus ça que Buffalo? Oui. Ben, en fait, Buffalo, serait plus pour genre... Ben là, je dis ça, c'est pas fini non plus, Montréal t'aime pas, là. Mais pour Buffalo, ça serait plus genre une petite rivalité d'office que d'autres choses. Mais je pense que juste l'idée de cette ancienne... De revenir sur ces bons vieux jours de cet affrontement Boston-Montréal, ça serait spectaculaire. Puis je sais que le Centre Bell sera encore plus fou qu'il l'est déjà là-bas. Je veux vraiment voir Buffalo Montréal. Ça serait bien aussi. Ça serait un affrontement qui serait plus plaisant à regarder, bien sûr. Ouais, c'est ça. Ben justement, parlant de Montréal, c'est le seul qui reste à jaser de brièvement. Montréal 3, Tampa Bay 2. Ça se finit au Centre Bell en 6 ou non? Montréal en 6. Ça reste Montréal en 6. Ça serait insane. J'ai rien d'autre à dire par rapport à ça non plus. Je vois dans la direction où on se présente au moment où on se parle. Puis c'est fou de dire que cette série-là est 3-2 pour Montréal à l'instant où on se parle parce que un but a été marqué par le top 6 du Canadien en 5 contre 5 dans cette série-là au grand complet. Et pourtant, cette série-là est à l'avantage du Canadien de Montréal. Je veux dire, quand tes meilleurs joueurs entre guillemets, ne show up pas parce qu'ils sont là sur l'avantage numérique, ils l'ont été depuis le début de la série. C'est ça qui arrive. Notre seul superstar qui est là présentement au moment où on se parle, c'est Lane Hutson. Lane Hutson a été franchement spectaculaire. Et ça dans un rôle tellement plus défensif qu'autre chose que cet homme devient certainement déjà l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Il l'est déjà, mais encore une fois, va améliorer son jeu et le pousser en série.
Serait bien que ça se termine au petit Centre Bell, ce vendredi, demain d'ailleurs, ou aujourd'hui, si vous l'écoutez aujourd'hui, bien évidemment. J'y crois. Ben, j'y crois aussi. Puis, si ça se rend à Tampa en match 7, je suis pas stressé non plus parce qu'on remporte les matchs à Tampa de toute façon depuis le début de la série. Fait que, à voir, bien hâte de voir ça. C'est ce qui termine un peu ce tour de piste de ce qui s'est passé durant le premier tour des séries, évidemment. Là, Phil, Trophée Vezina, Trophée Ted Lindsay. On a annoncé les finalistes. Swayman, Vasilevski, Sorokin pour le Vezina. On va commencer là. Qui as-tu pour remporter ce grand honneur? C'est-tu les finalistes ou c'est les poursuivants? Où est Logan Thompson? J'ai écrit la même chose. Comment est-ce que tu oublies Logan Thompson? C'est une catégorie haute. Peut-être qu'il a gagné un meilleur trophée. Ça doit être ça. Je comprends pas. Honnêtement, je suis vraiment bouche bée de cette sélection-là. Sorokin n'a pas eu de bonne fin de saison du tout. Il a peut-être même coûté en partie une place en série à son équipe. Puis ça, c'est harsh parce que il leur a donné une place, puis après ça, c'est ça. Il en a fait beaucoup en début de saison. Mais je sais pas sur quoi c'est basé. Comme tu regardes toutes les catégories possibles de statistiques. Et puis Thompson, comme s'il n'est pas premier, est au moins dans le top 5, voire 3, c'est quoi l'argument? Est-ce que c'est les victoires? Parce que, by the way, il y en a plus que Swayman et Sorokin. Oui, et le meilleur statistiquement pour les victoires s'il était remplacé à un 4,89, qui est selon moi l'une des statistiques les plus importantes pour un gardien de but. 100%. Et puis, bon, il y a Vasilevski qui a plus de victoires que lui. Ça, je le concède. Mais comme tu mets Thompson sur cette équipe-là du Lightning, certainement qu'il va aller chercher le même nombre de victoires ou plus. Et après ça, tu as... Écoute, je sais pas quoi dire. Si c'est les victoires, envoie Karel Vemelka dans le mix aussi. C'est ça, qui en a 38, avec un 8-9-9. Qui en a 38, je sais pas. Il y a vraiment... c'est complètement confus comme décision, selon moi. Et le standard est impossible à discerner. Goal saved above expected. Donc... c'est bon, selon moi. Thompson est premier. Il est premier. Là, 29, quelque chose comme ça. Ouais, les Capitals, si vous avez eu un gardien dans la moyenne, cette saison aurait alloué 29 buts supplémentaires. Ça vous en dit long. C'est premier, évidemment, dans le circuit. 29,3 pour être exact, 28,8 pour Swayman, 25,3 pour Sorokin. Donc, c'est 4 de mieux que Sorokin. Pour même pas être nominé. Ça, c'est selon Moneypuck. Selon Evolving Hockey, qui est un autre modèle statistique, 61,32 de goal saved above expected pour Logan Thompson. 61,32. C'est un modèle différent. Je ne sais pas exactement sur quoi c'est basé. Je vais vous l'avouer, mais je sais que c'est un site qui est quand même réputé. Sorokin est à 52,29, puis Swayman 52,27, Vasilevski 39,93. Si on regarde, je vais regarder aussi comme les high danger chances, donc on pourrait dire comme les chances à haut potentiel, là, j'ai envie de dire. Sorokin est premier dans cette statistique-là, mais Logan Thompson n'est pas du tout loin derrière. Là. Je pense que figure quand même dans le top 5 à ce niveau-là aussi. Donc, écoute, je ne sais même pas dans quelle statistique tu vas regarder. Tu pourrais faire l'argument que Sorokin est peut-être le gardien qui fait le plus d'arrêts clutch, parce que c'est lui qui a le meilleur pourcentage d'efficacité sur des chances à haut potentiel, puis ça, c'est quand même par une certaine marge. Donc, basé sur ça, oui, peut-être on peut faire le choix de Sorokin, mais comme là tu es rendu dans des trucs un peu nichés, puis comme faut que tu fouilles pour trouver honnêtement, faut que tu fouilles pour trouver des arguments en faveur d'exclure Logan Thompson. Puis comme je pense que c'est comme si on était passé à côté d'une évidence que littéralement toute la planète hockey constate. Et est-ce qu'on est déjà... Je sais pas ce qui se passe. Dans l'idéologie qu'on reconnaît Logan Thompson comme étant si bon que l'idée que peut-être il n'a pas nécessairement eu le meilleur record, la meilleure fiche,
a changé des choses. À la base, c'est une équipe des Capitals qui, l'an dernier, avait fini premier dans l'Est. Faut pas l'oublier. Ouais, mais je sais, mais en même temps, comme ça change quoi? Parce que les statistiques le prouvent à quel point ça n'a pas été lui le problème cette année. Ouais. Et ça, je comprends pas. Si Sorokin fait le top 3 avec même pas 30 victoires cette année, et ça, c'est excessivement rare, soit dit en passant, un gardien qui se faufile dans un top 3 pour le Vezina, 130 victoires, c'est très rare. Puis il faut donner crédit à Sorokin, mais si Thompson avait été sur cette liste-là, selon moi, il était quand même deuxième. Je dois l'avouer, parce que je pense pas que tu peux passer à côté de Vasilevski. 39 victoires, 15 défaites, 4. Tu sais, l'affiche, oui, elle en dit peu, mais elle en dit beaucoup. Puis à 912 d'efficacité, un 2,31. Moi, je suis pas du tout dans ce message-là de les victoires, c'est tout, là, parce que comme... Non, c'est pas tout. Si tu mets Thompson sur la même équipe, comme il va aller chercher ce même plateau de victoire-là. C'est pour ça que je peux pas nécessairement accorder trop... Mais il l'est pas, fait. Non, je sais, mais... C'est pas comme s'il avait il a connu une très bonne saison, Vasilevski, du début à la fin, puis c'est pas sur une équipe de Tampa qui était toujours si bonne. C'est une équipe de Tampa qui était largement blessée toute l'année. Mais je sais pas, j'ai l'impression que des fois, comme les gardiens établis qui ont déjà remporté justement ce trophée-là ont comme une priorité qui est... Un renom, peut-être. Ouais, c'est ça, un renom. Puis je sais pas, peut-être on est un peu plus clément avec ces gardiens-là. En tout cas, c'est une de mes impressions. Là, mais, je suis 100% d'accord. Puis j'avais vu cet article-là super intéressant aussi de Daily Face-Off, comme quoi si c'était les trophées individuels, mais décidés que par les analytics, donc les données là, statistiques. Puis Thompson remporte cet honneur-là si on se base là-dessus, suivi de Swayman et Sorokin. Donc, intéressant de voir que Vasilevski n'est pas dans ce top 3 selon cette source-là. Mais à la base, Thompson n'est pas un finaliste et donc on ne pourra pas voter pour lui. Je l'ai fait en ordre, juste vite fait. Là. J'ai mis Vassi, Swayman et Sorokin 3e. Puis ça, c'est voté par les directeurs généraux, directeurs gérants. Le Vez, ça c'est une bonne question. Le Vez, j'en ai aucune, mais ça fait, c'est sûr que oui, en fait. Je ne sais même pas pourquoi j'ai hésité là-dessus, c'est certain que oui. Et donc, certainement qu'eux vont le voir différemment que nous, là. Mais bon, qui sait. C'est juste dommage de ne pas voir le nom de... Il se fait tellement manquer de respect, bizarrement, Logan Thompson. Bon, cette année, finalement, il fait partie des Olympiques. Est-ce qu'il a joué? Oui, un match. Il a été super bon aussi. En tout cas. Bref, je sais pas ce qui s'est passé avec cette décision-là. Je vois ça aussi, c'est une affaire bizarre. Au moins dans le top 3, je sais pas. Ouais, pour le Vez, presented to the goaltender adjudged to be the best at his position as voted by general managers of the league's 32 teams. Pas mal tous les trophées de la Ligue à la base, ce que je ne comprends pas. Mais Ted Lindsay, non. Non, pas le Ted Lindsay, non. Et c'est justement de ça où on va parler là à l'instant. Ted Lindsay qui est remis aux joueurs par excellence de la Ligue nationale de hockey. Les 3 têtes d'affiche pour ça, finalistes. McDavid, Celebrini, Kucherov. Et je perdrai pas de temps, c'est l'ordre exact de ce que j'ai fait, le 1, 2, 3 pour l'obtention de ce trophée-là. J'ai vraiment douté dans l'idée de mettre Celebrini premier, mais je me suis dit... pas avec ce qui s'est passé cette année pour McDavid et les Oilers. Je peux pas. J'ai rarement vu. Je sais pas comment l'expliquer, mais il y a cette idée-là que les Oilers ont cette pression de faire bon. T'sais, ils sont censés être bons. Macklin Celebrini, c'était un peu comme un enfant dans un parc de jeux. Il s'amusait. Est-ce que les Sharks s'attendaient d'être proches de faire des séries? Non. Il y a juste... C'est l'idée que présentement, c'est des jeunes qui s'amusent et qui se développent dans la Ligue nationale de hockey pour que dans 2 ou 3 ans, là, on ait des attentes par rapport à ce groupe-là qui, soit dit en passant, va détruire l'Ouest dans pas long. Ça va être l'enfer. Et c'est la seule et unique raison que j'ai mis McDavid devant Celebrini, parce qu'à la base, Macklin Celebrini a presque 60 points de plus que Will Smith, qui est 2e dans son équipe pour le nombre de points. C'est fou, ça. Il y a plus que le double
des points de Will Smith, Will Smith a joué qui est deuxième. Genre 10 matchs de moins que Celebrini. Okay. Il y en a manqué quelques-uns. Oui, mais il produit moins aussi. Ouais. À la base. Celebrini, troisième de tous les temps pour un gars qui n'a pas encore 20 ans. Là. On va être d'accord là-dessus. C'est fou. Puis Kucherov, pas que je l'aime pas, il est excellent, Nikita Kucherov, mais il y a plus d'atouts sur son équipe qui fait en sorte que et puis il y a de l'aide là, un peu derrière tout ça. Puis son équipe a toujours été bâtie pour le succès, évidemment, comparativement aux deux autres. Et c'est pour ça que je me suis décidé sur Connor. Je sais pas si c'était du même avis que moi. Ouais, écoute, je les ai pas rankés contrairement à toi. De toute façon, il y en a juste un qui peut gagner. C'est les 3 gars qui devraient être là parmi les finalistes, contrairement au trophée Vézina. On n'est pas comme choqué de l'idée de même pas voir Nathan MacKinnon. C'est correct. Je suis d'accord avec ça. C'est correct. Honnêtement, c'est correct. C'est une équipe extrêmement trop forte. Ouais, certainement. Puis, tu sais, quand tu as une équipe aussi bien constituée que le Colorado, ça devient difficile de comme singler out, comme d'aller vraiment comme extraire un joueur de cet alignement-là puis dire ça, c'est le facteur déterminant parce que tu pourrais faire la même chose avec McCarr. À la base, le facteur déterminant, tu pourrais faire la même chose avec Natchez, peut-être. Tu pourrais faire la même chose avec Wedgwood aussi, peut-être. Soit dit en passant, certainement. Oui, soit dit en passant, Wedgwood, là, pour le Vézina, je l'ai pas mentionné, mais comme dans cette même catégorie-là de High Danger Chances, comme il était vraiment très près de Sorokin là, à ce niveau-là. Oui. Donc, comme tu penses, le Colorado, cette équipe-là est tellement bonne comme Wedgwood, comme il bénéficie juste du succès de son équipe. Pas le cas, honnêtement. Non. Le succès, c'est le contraire plutôt. Le succès du Colorado est dû aux efforts de Wedgwood. Qui encore en série fait des merveilles aussi. Là. Oui, parce que honnêtement, le Colorado, c'est une équipe qui alloue beaucoup de chances de haute qualité, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et Wedgwood qui est souvent là pour répondre. Donc, ça, c'est une petite parenthèse. Mm-hmm. Pour ce qui est du Ted Lindsay, c'est les 3 gars qui devraient être là. J'ai pas de problème avec aucun des choix. Ils ont tous des statistiques folles, un peu, comme tu l'as dit pour Celebrini. McDavid, l'équipe n'a pas gagné en saison régulière s'il n'est pas sur la feuille de pointage. Kucherov. Non, mais. Je l'avais oublié, celle-là. Puis Kucherov, c'est triste. Kucherov, il est plus probable de marquer 3 points dans un match que 0. Ouais. C'est ridicule. C'est vraiment ce que font ces gars-là. Puis tu peux regarder ces statistiques-là. Puis c'est vraiment. You can't go wrong. C'est une petite carrière Be a Pro là, sur ton PlayStation. Ces joueurs-là. Mais je suis content qu'on est d'accord sur l'idée d'avoir Connor en première position. Là, le pauvre, présentement, il est blessé, mais il va se trouver une deuxième vitesse. Là, on a-tu passé au segment F1? Ben absolument. OK. L'arbitrage est désastreux en série. On peut y aller. On peut y aller. J'aime que tu as fait un avertissement. Oui, l'arbitrage est atroce. En série. Mais il faut que ça se fasse. Oui. Ça va probablement être un sujet lorsque cette première ronde va finalement s'éterniser. Parce que, mon Dieu Seigneur, qu'ils ont de la misère. J'ai même vu. C'était qui un directeur général, je me souviens plus c'était qui. J'oublie. Bref, c'était des excellents dans la ligue qui a dit j'aimerais pas faire ce job-là au moment où on se parle. Ok, oui. Mais là, tu l'as fait, là. Genre, réveille. C'est plus. Tu sais, t'as eu le temps de niaiser pendant 82 matchs, là c'est plus le temps. Il y a des gars, puis il y a des équipes, puis il y a des systèmes qui sont faits pour abuser complètement de ces arbitres-là, ces officiels-là et des règlements du jeu. Je le vois dans cette série Montréal-Tampa à chaque match. C'est horrible. Mais il faut juste donner du crédit à John Cooper, là, 100%. Mais et puis il y a des entraîneurs qui en prennent avantage. Oh aussi, my God, terrible. Talkett l'a fait aussi. Hier, là, après un dégagement refusé où ses joueurs étaient carrément morts en train de pâtir sur la glace, honnêtement, bon, je vais essayer d'être réaliste dans mon estimation du temps, mais comme 2 à 3 minutes, je pense, avant que les joueurs soient renvoyés au cercle des mises au jeu,
on avait... je sais même pas ce qui se passait sur ce banc-là. Zegras, lui, tout à coup, il était pressé de s'en aller au vestiaire. Il est revenu la seconde que la rondelle a été déposée sur la patinoire. Il y avait un gars qui changeait son chandail aussi plus tard dans le match, comme... Puis là, on essayait de faire l'argument que il a besoin de changer son chandail, mais on veut quand même l'avoir sur la patinoire. Pouvez-vous nous attendre? Non, mais à un moment donné, comme. Non, mais c'est pas de classe aussi. Cette ligue de garage. Non, mais il y a des standards à respecter. Comme je sais même pas, honnêtement, en tant qu'arbitre, c'est quoi que tu peux faire contre ça? C'est ça qui est le pire. Comme je sais même pas si les règles du Commence jeu à 54, man. te permettent d'encadrer ça. Mais ce qui a été drôle, c'est qu'après cette. Ils sont tellement mauvais, puis ils sont conscients du fait qu'ils sont mauvais, donc ils font des make-up calls. Puis après, un make-up call, c'est pour vous dire, là, c'est quand tu fais un appel. C'est pour s'excuser, dans le fond. Oui, pour te rattraper de quelque chose que tu as manqué dans le passé. Comme l'arbitre savait qu'il y avait pas d'affaire à laisser les Flyers changer aussi longtemps. Fait que là, comme l'action reprend, puis il call un slash qui en est pas un. Ça, je peux l'admettre aussi, mais c'est pas de même que ça devrait se passer. Comme il faut que tu fasses les bonnes décisions dans le moment, parce qu'après ça vient déséquilibrer. Tu essaies de garder des tables dans ta tête, puis tu sais plus quoi faire. C'est un mess. C'est un mess. Je suis content. Et honnêtement, comme en regardant les matchs, je me dis... Je suis content que c'est pas juste cette série-là du Canadien puis du Lightning qui, genre, écope de ce manque de professionnalisme des officiels. Quoique, personnellement, je crois que c'est la pire et pas nécessairement proche non plus, mais ça, c'est mon opinion personnelle du sujet-là. Je pense que j'en ai vécu assez de ces officiels-là. Et ça va dans les deux sens. En passant, je suis pas biaisé dans l'idée que c'est juste Montréal qui a écopé. Tampa aussi ont écopé à quelques reprises, juste d'une manière un peu différente. Bref. Nous, on prend une courte pause, on accueille Manon, puis on va finalement parler de Formule 1, chose qu'on n'a pas fait depuis des mois. C'est le Grand Prix de Miami qui nous attend dans pas long. De retour pour le segment Tour de piste avec Manon qui finalement se rejoint à nous. Bonjour. Allô. Ben, je dis finalement pas parce que ça t'a pris du temps. Là. Je dis juste ça parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Là. Oui. On va mettre ça au clair. J'étais là à la seconde où il m'a dit d'arriver. Hein. Ben voilà. Grand Prix de Miami en fin de semaine. C'est super cool. Qu'est-ce qu'on a manqué? Ça fait des mois et pourtant, il n'y a rien. Mais ça, c'est dans la vue de quelqu'un qui suit à moitié la Formule 1. Tu posais pas la question. Je te demandais certainement pas ça à toi. Autre que Red Bull qui change sa peinture en jaune pour ce Grand Prix-là. Elle est belle, c'est vraiment cool, hein? C'est vraiment cool. Je sais pas vu ça. T'as pas vu? Va voir ça. Va regarder. Non, mais va voir, pour vrai, ça va. La livrée est jaune. Et l'année dernière, elle était rose. Je me rappelais pas qu'ils avaient fait une voiture rose l'année dernière. Oui, c'est vrai. C'est qu'à Miami, à chaque fois, ils changent de livrée. C'est pour ça. Donc là, il faut que je fasse un résumé de 3 semaines où c'est pas passé grand-chose. C'est ça? Ben, regarde, si c'est pas passé grand-chose, c'est pas passé grand-chose. J'ai été checker et tout parce qu'on en a parlé hors, là. Puis j'étais comme, non, en vrai, on n'a pas eu beaucoup de news de la F1. Puis en conférence de presse, on leur a posé des questions et l'une des plus grosses réponses était, en fait, on n'a pas assez de données. Il y a eu que 3 Grands Prix. En fait, on peut pas faire grand-chose. On a besoin de beaucoup plus de choses pour réussir à avancer. Donc, à part les écuries qui étaient déjà vraiment larguées dès le début, qui ont travaillé un petit peu. Ok, Philippe, tu galères. Hein? Non plus. Non plus. Non. Je pense qu'il faut que tu ailles sur leur compte Instagram. Je l'ai, là, gars. Voilà, Philippe. Voilà. Regarde comment c'est cool. C'est sharp, hein? Okay. Ça change, mais en tout cas, elle est vraiment nice. Bumblebee, là. Ouais, un petit peu plus d'aura que Bumblebee. Non, mais comme c'est la palette de couleurs. C'est très Pac-Man vibe. Voilà, c'est mon... D'accord. On va associer une journée. Ok, c'est bon. Mais c'est ça. À part les... comme j'allais dire, qui est-ce qui a travaillé? Tous ceux qui sont en bas du classement, dont Aston Martin, eux ont travaillé de leur côté parce qu'il fallait régler quand même un certain nombre. Oui, faut t'avancer un jour si tu veux compétitionner. C'est ça, mais sinon, dans des petites news cool qu'il y a eu pendant ces 3 semaines, je sais pas si vous avez vu passer, mais il y a une femme qui a fait de la F1, Dorian Pain. Oui, Philippe m'en a parlé l'autre jour. Ah, ok. Non, c'est pas vrai, mais j'écoute. Ok. Est-ce que vous voyez la personne qui a gagné la FFSA Academy, pas du tout. La F1 Academy l'année dernière, c'était une Française qui s'appelle Dorian Pain. Je l'ai vu sur tes réseaux sociaux. Oui, voilà. C'est le truc Netflix. Là. Non. Non.
C'est le championnat féminin de F1. OK. Oui, ça, c'est Drive to Survive. Mais voilà. C'est sérieux, il n'y a pas ça sur Netflix. Je te jure que non. Si, je pense qu'ils ont fait... Ils doivent avoir leur propre série maintenant. Okay. Les femmes aussi. Mais c'est ça, donc comme c'est une pilote Mercedes, elle a eu le droit... Je suis pas fou. Watch F1 The Academy. Ouais, but techniquement, c'est aussi le nom de... Anyways. Le championnat. C'est ça. Donc, elle a eu la chance de rouler en F1 et c'est une des premières femmes à rouler en F1 nouvelle génération. Elle a fait quoi? En gros, à Silverstone, elle a eu le droit de faire des tours avec l'ancienne version de... pas celle de cette année, la livrée de l'année dernière ou de l'année d'avant, je ne me rappelle plus. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. C'est une bonne chose que... C'est un pas de plus vers des femmes en F1 aujourd'hui en 2026. Ça veut pas dire qu'elle va avoir de siège là, mais c'est juste comme c'est peut-être cool la que ça F2, arrive. hein, qui sait. Comme elle a gagné la F1 Academy, je sais pas si elle pourrait aller en F2, c'est une bonne question. Parce que techniquement, le but, c'est comme de les propulser directement pour aller en F1. Pour l'instant, il n'y a personne qui a été... Mais le développement en F2, ce serait bon pareil, non? Même si les voitures sont tu sais, pas comme les les voitures de F1 Academy, je pense que c'est à peu près soit F2, soit F3. Comme ça, c'est l'équivalent de ça. Ben voilà, en gros. Voilà, mais bon, elle, en tout cas, elle fait toute sa saison sera au niveau de l'endurance. Elle va faire les 24 heures du Mans et ainsi de suite. Avec les Ironman, je sais pas si vous savez, mais c'est comme le seul équipage 100% féminin dans le championnat d'endurance. Donc ça, c'est cool. Puis sinon, dernière grosse chose qui s'est passée, c'est que Red Bull est encore en train de perdre à peu près toutes les personnes qui travaillaient pour eux et ils sont tous partis dans les autres écuries. Donc voilà. Encore, il y a encore des nouvelles personnes qui sont parties. Mais là, comme le gouvernement conservateur du Canada. Wow. Quelle flèche, genre. Sur bon. ce, sur c'est quoi ton top 3? Vas-y Parti donc, conservateur Phil. du Canada, pardon. C'est pas un gouvernement. Là? Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé bizarrement pour une période sèche. Non, mais c'est le fun de savoir un peu, de prendre un peu le pouls des nouvelles de F1 quand même. Ça fait longtemps. Hein. Mathieu devrait être un petit contexte. J'ai dit de quoi qui normalement a peut-être changé ses pronostics. Moi? Ouais. Ah non. Tu l'as pas pris en compte? À la base, mes pronostics se basent sur qu'est-ce qui s'est passé récemment, c'est-à-dire 3 semaines passées dans la F1. La seule chose que je peux te dire, c'est ce circuit très technique et ça peut changer quelque chose. Mais... Moi, du peu de recherche que j'ai fait, j'ai compris que la capacité maximale de recharge avait été réduite à 7 kilojoules, mégajoules, je sais pas. Plutôt que 8. Ça va encourager le fait que les pilotes vont devoir être un peu plus agressifs peut-être ou un peu plus entreprenants sur le circuit. Et comme moi, je vois ça un peu comme stacker des items sur Mario Kart. Comme oui. Oui, parce que là, tu peux l'accumuler. Si tu en accumules plus, là, après ça, tu peux comme te fier à ça en fait pour revenir un peu dans la course ou te donner une priorité. C'est surtout pour éviter l'accident de Birman que ça a été fait, mais correct. C'est pour éviter de tuer quelqu'un. OK. Bon, j'étais plus ou moins bon avec ma take, mais... Regarde, non, mais... l'un n'empêche pas l'autre. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Donc, c'est pour ça que... je pense que ça peut rendre les courses peut-être un peu plus intéressantes. Là, je viens de voir le top 3. Il y a certainement... Je vois ça comme un nouveau début de saison aussi. Parce que là, ça fait... T'essaies-tu de te défendre? Oui. Ça fait 5 semaines. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont clairement changer. C'est sûr qu'il y a eu des changements dont on n'est pas conscient, des ajustements dont on n'est pas conscient sur les voitures. Ça va se voir en temps et lieu. Donc, mon top 3, tout ça pour aboutir au top 3, qui est Verstappen en 3e position, devancé de Piastri et Russell au sommet. OK, George. Donc, pas de Ferrari dans le top 3. Non, pas de Ferrari dans le top 3. C'est ça. Dans le fond, c'est ça. Je suis correct avec ça. Mon approche a été l'inverse de la tienne parce qu'il n'y a aucun gars que tu as nommé qui est dans mon top 3. Wow. Qui est donc. T'as mis un doublé Ferrari. Doublé Ferrari. Hamilton Leclerc et le petit Kimi qui va encore terminer premier. OK.
Car tu ne changes pas une tendance gagnante, puis c'est ce qui se passe en Formule 1 depuis le début de la saison. J'ai pas assez d'infos pour te dire le contraire. C'est un peu ça que j'essaie de te dire. Comme, j'aimerais avoir quelque chose d'un peu plus funky, mais je ne peux pas. je peux pas me fier sur rien à l'instant où on se parle parce qu'il s'est passé rien. Fait qu'on verra après Miami, puis on partira de ce qui va se passer là. Qui sait, peut-être que le bon vieux Lance Stroll va se faufiler dans un top 5. Non, mais bon, bref. Manon... Certaines choses ne changent pas. Ok, Non. alors, on va mettre un peu de contexte dans mon top 3. Ah. Et il faut sachez que... Sachez, oui. Tu connais pas cette joke en France? Il Non. faut que sachez que... Tu C'est connais ça, quelqu'un toi, qui a C'est fait... de la mauvaise grammaire pour moi. Ouais, c'est ça. C'est comme Ok. quelqu'un qui s'est exprimé, qui a dit il faut sachez que. Donc maintenant, on dit, D'accord. au lieu de il faut savoir. Oui, je syntaxe du vocabulaire. Exactement. Dimanche, il y a une chance de pluie de 88% Oui, c'est présentement vrai. et Oh, non. 53% de chance d'orage. Nico Hülkenberg. Non. Ah. Mais, petit point vraiment juste comme ça, la loi américaine stipule que s'il y a de l'orage, on doit absolument évacuer un lieu qui est public. Ok. Donc, ça voudrait dire que comme la F1, c'est un lieu public, comme c'est un lieu où, comme découvert, où le public est dehors, il faudrait évacuer. Et donc, t'as personne dans ton top 3. Non. Ah, ça serait drôle, ça. Non. Moi, je veux juste dire qu'il va y avoir des drapeaux rouges et qu'il va y avoir sûrement des moments de course qui vont être interrompus. Et il faut aussi rappeler que dans le règlement de la F1, si tu commences une course, tu as 3 heures pour la terminer. Donc, c'est aussi des choses qui vont être prises en compte pour ce dimanche-là. Parce que s'il y a un gros orage qui commence au début de la course, peut-être qu'elle va être soit retardée, soit s'il y en a en plein milieu de la course, on va juste arriver à quand même la course, on va pas finir. Mais j'ai quand même fait un top 3. Mais mon top 3 est fait parce qu'il va pleuvoir, ok? Mhm. Donc, en troisième position, j'ai mis Kimi Antonelli parce que je pense vraiment que la voiture est au-dessus. Aucun des concurrents n'a changé presque quoi que ce soit sur la voiture. Et même peut-être que Ferrari a enlevé son aileron comme pour ce week-end. Donc on sait pas. Comme le 360 flip là, qu'il y avait au Japon. C'est pas sûr qu'ils vont l'amener à Miami. Donc ça sera à voir lors des essais demain. Et donc là, dans mon top 2, j'ai mis 2 personnes qui conduisent très bien sous la pluie. Hamilton. Gasly. Oh, OK. Hamilton, c'est un des pilotes qui est meilleur sous la pluie de façon régulière. Et George Russell parce qu'il est très bon sur la pluie et a une très bonne voiture. Donc c'est ça mon top 3. OK. Pas personne s'il pleut pas, peut-être que c'est pas ça le top 3, mais... My God, 88%. Aujourd'hui, ça peut changer. Ça peut changer. Et ainsi de suite. Mais... Ça Il peut va pas changer. pleuvoir. Hein? Moi, je pense qu'il va pas pleuvoir. Mais il pleut pas demain et après-demain. Comme pour la course, comme l'essai course sprint, il pleut pas du tout. Ah, c'est vrai, ça fait semaine course à sprint. Oui, donc ça va être une autre philosophie pour ces courses-là, mais je pense que pour vrai, il va pleuvoir. Peut-être pas des orages, mais un petit peu de pluie, ça va c'est bien. On aime le spectacle. Finalement, pilote décevant et impressionnant rapidement pour bien conclure ce petit segment tour de Décevant Antonelli, parce qu'il n'est pas dans mon top 3. Et Hülkenberg qui est impressionnant. Évidemment. Tu l'aimes bien ton Nico. Impressionnant Behrman, parce que bon, il n'a pas fini la dernière course. Et décevant McLaren, parce qu'ils ne sont pas très bons pour débuter la saison, qu'est-ce que tu veux. Manon? Impressionnant As, parce que quand même, quand même, ils sont quand même super bien placés au classement et ils font vraiment des belles choses. Et décevant Lando Norris, parce que l'année dernière, il était sur le podium. Il avait le meilleur tour en fait, en piste. Piastri a gagné l'an dernier aussi. Fait que, oui, mais s'il fallait choisir, Norris était la personne qui a, pour l'instant, je pense, maximum 5e place, alors que Piastri a réussi à se débrouiller un peu mieux. OK. Donc c'était juste McLaren au grand complet, mais quand même, je me suis dit, si je mettais 2 écuries, quand même. T'inquiète, là. Je suis d'accord avec ça. Hey, Phil, temps de passer à notre segment sporadique. Tu m'as déjà avoué ton sporadique, fait que je vais te laisser commencer avec ça. Puis après ça, j'ai une petite surprise. OK. Ça date un petit peu, mais je pense qu'il fallait en parler quand même. Probablement qu'à ce moment, au moment où vous écoutez cet épisode, vous êtes déjà au courant de cet exploit, mais c'est quelque chose qui m'épate. Le marathon sous 2 heures, Mathieu, c'est un fait, un exploit athlétique phénoménal. Je pense que honnêtement, comme sans vraiment trop y penser, je peux facilement mettre ça dans le top 5 des exploits athlétiques de tous les temps. Ah, ben oui. C'est juste de penser qu'un coureur peut vraiment franchir cette marque mythique-là. Puis
ça avait déjà été fait comme pas officiellement en 2019. Est-ce que c'était le truc sur le stade? Comme il y avait eu un défi Nike où tu courais dans un stade et tu devais faire genre un marathon, mais genre que c'était juste comme sur une piste de stade. Et c'était quoi la technicalité avec ça? Je l'ai vu l'autre jour aussi. Je sais pas. J'ai vu un peu les détails de cette... ça avant avait été lui, jugé non officiel. Mais... Le Kenyan Eliud Kipchoge avait déjà couru un marathon en moins de 2 heures en 2019 à Vienne, mais c'était lors d'une exhibition sans aucun rival. Où il a été aidé 41 par lièvres. 41 lièvres. Il y avait 41 personnes qui... Ok, c'est ça. Les lièvres, là, en passant en jargon de marathon, c'est comme des gens qui vont... Des pacers, genre. Ouais, c'est ça. C'est qui courent devant toi pour donner un rythme et à la fin, tu... Ouais. Dans le fond, il y en avait un pour comme chaque kilomètre à peu près. Puis c'est pour donner un repère visuel pour s'aider à conserver le rythme. Donc, ouais, c'est un peu cheat, là. C'est vrai. Parce que la course, c'est physique, mais c'est très mental. Mais très mental aussi. Très tactique. Oui, très tactique, absolument. Et un des faits qui m'a impressionné, moi aussi, de ce record-là, c'est que il a fait la première moitié en comme 1h30 secondes ou quelque chose du genre, puis après ça, il a accéléré. J'ai dit, regarde, je peux... Tu dis la première moitié du marathon. Oui. Fait qu'il y avait 21 km en 30 minutes. 1h30 secondes. 1h30 secondes. Comme il a fait la moitié en plus de temps que... La première moitié en plus de temps que la deuxième moitié. Oui. C'est ça que je dis. Fait que s'il a fait la première moitié en 90 minutes, ça veut dire que... Non. 60 minutes. 60 minutes. Oh, OK. Oui. Ah, d'accord. Oh, donc. OK. Ouais, non, il a pas fait 25 km en 30 minutes. Non, mais là. Wow. C'était le temps que tu t'actives, mais quand même, tu sais, il s'est dit, regarde, je peux shaver quelques secondes sur la deuxième moitié, pas de stress, comme sérieux. Comme pour eux, jogger, c'est genre à du 3. Comme il a piqué, je sais pas exactement à quel moment il a piqué dans sa course, mais clairement, il a accéléré comme sur la deuxième moitié légèrement, évidemment légèrement, parce que les marges sont tellement fines rendues à ce niveau-là. Mais c'est impressionnant comme qui a pu maintenir puis même améliorer son rythme. Et il s'appelle Sebastian Sarr. C'est un Kenyan. Je ne sais pas si c'est la prononciation exacte, pardon. Je n'ai pas vérifié. Et je ne vais pas m'essayer un accent nigérien aussi parce que je ne m'y connais pas. Surtout qu'il est Kenyan. Oui, Kenyan. Pourquoi j'ai dit C'est correct. Mais bref, donc c'est un exploit sublime. Écoute, les conditions étaient parfaites. Hein? Grand soleil, 18 degrés, pas de vent. Ça se déroule à Londres. Autre fait saillant de cette course aussi, l'Éthiopienne Tsixt Assefa, qui a aussi réalisé le chrono le plus rapide de l'histoire pour une course exclusivement féminine après 2h15 minutes et 41 secondes d'effort. Quand même, hein? 2h15 minutes, c'est un sport où la marge homme-femme est pas énorme, j'ai envie de dire. Peut-être qu'un jour, on verra les femmes aussi passer sur les 2 heures. Statistiquement, sur longue distance, sont comme le plus que tu avances dans la distance, le meilleur que la femme va être, selon les statistiques. Fait que si tu ferais genre un ultramarathon, c'est fort probable qu'une femme remporte un ultramarathon. C'est ce que j'ai vu. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette recherche-là, mais je voulais voir, puis c'est une statistique assez intéressante. Est-ce que tu sais depuis quand les femmes ont le droit de courir le marathon? Parce que je sais que pendant très très longtemps, c'était interdit aux femmes de courir le marathon. Vrai? Oui, il y a des histoires où... Mais dernièrement, on n'a pas salué une femme... pas une statue ou de quoi qu'il y a eu. Comme une des premières femmes, je pense que c'est soit le marathon de Boston ou quelque chose comme ça, qui s'était déguisée en homme. Puis il y en a une aussi qui était sortie des buissons. Comme pendant pendant super longtemps, les femmes étaient interdites de courir le marathon. Donc c'est sûr que ça aide pas non plus à ce qu'elles aient des chronos plus bas, mais je sais pas. J'ai posé la question si vous saviez. Non, mais quand même, un 2,15, c'est pas quelque chose que je ferais. Il n'y a aucune chance que je cours ça. Non. L'athlète a été félicité aussi par le président. Les présidents sont toujours très rapides à s'associer à des succès juste parce que. C'est une politique aujourd'hui. Non. Ouais, ça c'est vrai. Non, mais est-ce que Dans les Gradins est devenu genre un podcast politique pendant que j'étais pas là? La deuxième saison. C'est ça. On mixe un peu de politique. Et de manière tout aussi incroyable, l'ancienne marque établie par
Kiptum a été dépassé par 2 autres membres du podium. Oui, non, mais les 3 étaient comme... Fait que vraiment, comme... C'est fou, là. Je pense qu'on a profité de ces conditions-là, quand même. Comme, tu sais, oui, ben, des excellents temps. T'as Kiplimo qui, lui, a raté le sous 2 heures par seulement 28 secondes ou 29 secondes, si vous voulez. Donc, ça, c'est un peu triste. Parce que ce sera juste jamais comme son Ils sont pas reconnus pour un sous 2 heures. C'est une marque incroyable, mais on va sûrement pas trop en parler. Kejacha, 1h59-41 secondes, qui est, t'as aussi un temps sous 2 heures officielles, donc félicitations à lui également. Je pense qu'il faut le mentionner quand même parce que ça relève d'une rareté quand même de faire un exploit comme ça. C'est tout nouveau. Et je pense, j'ai hâte de voir si ça va être reproduit, amélioré même. Certainement qu'il y a encore des possibilités, mais ça reste que vraiment là, on en était à des conditions qui sont pratiquement parfaites. Donc, c'était tout qui était réuni un peu pour une tempête parfaite, si vous voulez, pour permettre cette grande réussite. Et je voulais vous montrer aussi, là, j'ai ramassé des trucs, mais il y a comme la chaussure. Le petit soulier avec écrit son petit l'énorme semelle qu'elle a dessus, c'est incroyable. Ouais. C'est la chaussure victorieuse qui a l'air d'être une Adidas dont je ce soulier-là se vend pour des milliers aujourd'hui en passant parce qu'elle a brisé un record du monde. J'ai vu le stock pour ce soulier-là est devenu insane à un point où il n'est pas vendu. Il est revendu pour 2-3 000 parce que, il a brisé un record. Clairement. De personne va avec Nike de ce jour en passant, c'est juste des Adidas. Bref. Pour faire de la course longue distance? Ouais. Regarde, c'est un soulier tout changé. Ils ont le foot, là, comme c'est bon, enfin, le soccer. C'est ça. Ça suffit. Que vous connaissez probablement l'athlète féminine de basketball, Caitlin Clark, ou avez entendu parler d'elle. Eh bien, hors de ses exploits sur le terrain de basketball, elle qui génère tellement d'argent d'ailleurs pour la WNBA, puis ça, il faut le mentionner parce qu'il y a des gens qui manquent de respect envers cette athlète-là qui a tellement apporté au sport déjà. Puis ça, c'est d'ailleurs surtout ses coéquipiers ou les personnes qu'elle joue contre. Là, en tout cas, il y a eu beaucoup de drames dans cette ligue-là. En tout cas, il n'y aura pas de drame dans son nouveau livre, toutefois, qui va paraître en novembre cette année, parce qu'elle a décidé de, sortir le crayon et le papier, puis de faire un petit livre inspiré de sa propre vie. Une vie qu'elle explique comme étant unique en son genre. Bon. Comme tout le monde un peu, on va pas se mentir, mais ça, c'est une superstar. Son livre qui a le titre... je sais pas, là, vous me direz qu'est-ce que vous pensez de Extraordinary, point d'exclamation, A Little Extra to Reach Big Dreams. C'est un livre pour enfants. Vous en serez connaissant par rapport à ça. En français, ça se traduit à Extraordinaire, un peu d'extra pour réaliser ses grands rêves. C'est la traduction officielle? Ou c'est juste toi qui as traduit? Non, c'est la traduction officielle. Okay. Ça sera publié le 3 novembre. C'est un livre un peu genre à la Dr. Seuss, là, des vers rimés, puis des images un peu cocasses de parcours d'une femme dans le monde du basketball professionnel. Puis ça transmet un message justement sur cette importance-là, de cet aspect, de cet effort-là, de soutien aussi, par rapport à l'idée que c'est une industrie dominée par l'homme. Puis elle est rentrée là-dedans. Elle est devenue une très grande ambassadrice, je te dirais même. Pour ce sport-là, que je trouve cool. Mais c'est bien de voir des athlètes là, s'aventurer dans... Tu sais, souvent, on voit des biographies, mais là, un livre pour enfants, c'est différent quand même, mais tout en expliquant son histoire. Pourquoi c'est un livre pour enfants, du coup? Ça, je le sais pas. Parce que c'est un message que n'importe quelle personne pourrait lire sur ça. Oui, ben gars, tu peux pas faire une biographie quand t'as 24 ans. Moi, personnellement, c'est ça que je me dis. Oui, mais tu peux. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu peux faire un livre... plutôt comme sur le fait d'être une femme dans un milieu d'hommes. Peut-être qu'elle voulait ramener cette idée-là d'un un peu plus plaisant, un peu plus joué, puis pas trop de punch, pas trop de critique. Peut-être que c'est juste une manière plaisante de le mentionner aussi. Puis évidemment, des enfants peuvent s'inspirer de ce livre-là en disant « Hey, si Caitlin Clark peut le faire, je peux le faire. » Je pense que c'est un peu plus ça dans l'idée qu'ils n'ont pas juste envoyé une flèche dans cet univers-là qui est déjà tellement dramatique. Je pense que c'est une flèche quand même, Mathieu. Oui, un peu, mais ça va être lu par des enfants, puis accommodé dans l'idée que moi aussi j'aimerais faire ça plus tard. Puis déjà, ce sport-là est en hausse énorme, là, le basketball féminin. Puis ça, on peut certainement une équipe à Toronto. C'est-tu vrai?
Oui. J'ai même pas vu ça. Mais Tempo. Ah! C'est un nom que j'aime beaucoup d'ailleurs. Oui, Tempo, c'est vraiment cool. Je me demande ça va être quoi le logo pour ça. Phil, 3 étoiles la semaine pour terminer ce premier épisode de la saison 2. Je te laisse y aller. J'ai fait un spécial Wildcats. Bien sûr. Qu'on en est quand même aux demi-finales là, dans la LHJMQ et que cette équipe de Moncton continue de bien performer. Tommy Blyle, qui est en première étoile, une recrue d'ailleurs, et qui connaît des séries phénoménales avec, je pense, 17 points jusqu'à présent. Caleb Desnoyers, qui récemment est devenu le meilleur pointeur de l'histoire des séries pour les Wildcats de Moncton. Et ça, c'est pas peu dire quand même parce que Connor Garland avait un plateau qui était difficile à dépasser. Et voilà Desnoyers qui, encore avec quelques matchs en main, pourrait encore ajouter à ce record. Et j'en doute pas, il va sûrement le faire. Ouais. Et ma première étoile surpasse in extremis Caleb Desnoyers, c'est Gabe Smith. Parce que c'est vraiment lui qui est le poids lourd de ces séries éliminatoires présentement pour les Wildcats, avec ses 12 buts en 11 matchs ou peut-être 12 matchs. Donc, 21 points. 21 points. C'est incroyable. Et, quel joueur, quelle progression. Et lui et son coéquipier Desnoyers pourraient être vus peut-être avec un chandail du Mammouth de lutteur bientôt. Qui sait. Écoute, pour Desnoyers, c'est quand même un choix de 4e tour, mais... Non, 4e au total. Non, excuse, pour Smith, c'est un choix de 4e tour. Donc, c'est plus rare que des joueurs repêchés aussi loin se percent dans la Ligue nationale de hockey, mais en voyant ce qu'il fait maintenant, c'est certainement possible. C'est 100% impressionnant. Puis là, justement, cette série-là est égale 2-2 prochain match demain pour les Wildcats face à l'Armada. C'est-tu parce que c'est-tu pas l'Armada? Non, c'est back-to-back. Ça Moncton. Vraiment? Oui. J'ai mes places, je sais que c'est... Ah oui, 5-6. Oui, c'est ça, 5. Après ça, 7. Oui, c'est vrai, j'ai rien dit. J'ai oublié qu'on était rendu au match. Mais j'avais oublié qu'il y avait un match des Canadiens. Ouais, c'est pas comme la LNH où ils font non, c'est ça. Ouais, c'est bizarre. En tout cas, bref. Mes 3 étoiles de la semaine, en parlant du Canadien, que t'as déjà mentionné. Brendan Gallagher, qui, dès son retour au jeu, après avoir été écarté, a marqué même pas 3 minutes depuis le début du match, dans le match d'hier. Puis, pour ça, on peut... C'était incroyable. C'était de toute beauté. C'est classique du Brendan Gallagher. Se rendre au filet après 3 jours ouvrables, puis finalement marquer, c'est de toute beauté. Ses buts sont tellement pas mémorables. Arrête donc, il a marqué. Moi, je veux juste dire, on m'a envoyé des textes pour me dire que les Canadiens venaient de marquer parce que je regardais pas la première période, j'étais pas là. Tous mes amis qui savaient que j'allais regarder potentiellement le match après m'ont tous envoyé un message. J'étais juste comme... La game vient de commencer. Comment c'est possible? Brendan Gallagher, c'est de même que c'est possible. La victoire de Montréal, l'équipe de hockey de la LPHF, finit première au classement général pour une 2e année de suite. Mais là, il va falloir tout gagner. Hein? La victoire, je lance ça dans l'univers. Il faut arrêter le Frost immédiatement. D'ailleurs, je pense que ça va être leur affrontement de premier tour. Et ça serait certainement intéressant. Et finalement, la première étoile de la semaine, on garde ça dans le sport canadien, les Blue Jays de Toronto, parce qu'ils ont reçu le retour du grand Trey et Savage. Et ça va certainement faire tourner leur saison de bord. Trey, il est Savage et a connu un très bon match. Il était dans les mineurs. Rétablissement. Là, il est revenu. Il a gagné son premier match. Il a lancé pour 5 manches et 2 tiers, si je ne me trompe pas. Pas accordé de points. Regarde, the Jays are back, baby. Et ça, on peut apprécier ça avec grand plaisir. C'est vrai qu'on ne va jamais rien gagner. Arrête donc, moi. Moi, depuis l'année dernière, j'ai perdu foi dans l'univers. Arrête donc, t'es dramatique, là. C'est correct. On va encore perdre dans cette année. On a encore 130 matchs à regarder pour avoir la même mais t'es fan des Pingouins, genre. Tu peux pas dire que t'as perdu foi en l'univers. Non, mais sa saison est finie. Oui, mais tu sais, il est fan des Pingouins. Il peut croire en des choses. Non, il n'y a pas besoin de croire. Depuis son enfance, il gagne. Il n'y a pas d'affaire de croyance. Oui, mais maintenant, il a besoin de croire un peu. En tout cas, c'est ce qui va terminer ce premier épisode de la saison 2 de Dans les Gradins. Où l'épisode? Charlie Hodge. C'est ça. J'avais perdu le prénom.
Je rappelle que vous pouvez réécouter tous les épisodes côté audio sur Apple Podcasts et bien sûr sur Spotify et sur la chaîne 9 et 10 de Rogers TV vendredi 20h. C'est là que ça se passe. Nous, on se dit bon match. Une production de Podcast NB.